Environ 350 000 bébés naissent chaque année dans le monde grâce à une fécondation in vitro. Le docteur Brahmi est responsable du service d'assistance médicale à la procréation d'un hôpital parisien. Il aide ses patients qui rencontrent des problèmes de fertilité à concrétiser leur rêve d'enfant. La fécondation in vitro demande 3 étapes. Dans l'ovaire se forment les follicules. Le follicule contient l'ovule et donc la première étape, c'est de stimuler les follicules ovariens par un traitement hormonal. La deuxième étape, on va donc aspirer les liquides folliculaires pour recueillir les ovules qui seront mis en culture avec les spermatozoïdes. Le but est d'avoir ensuite la troisième étape, à savoir la formation de l'embryon et le transfert embryonnaire. Après ces 3 étapes, le traitement est terminé. La patiente fait un test de grossesse 12 jours après le transfert embryonnaire. Je pense que le suivi psychologique devrait faire partie de la prise en charge de l'infertilité. D'expérience, au vu des problèmes qui peuvent même se poser dans le couple, après souvent 1 ou 2 échecs, je recommande très vivement au couple de voir des spécialistes en ce domaine. Déborah Schumann est thérapeute. Elle s'est spécialisée il y a 4 ans dans les problèmes de couple liés à l'infertilité. Un choix influencé par son expérience personnelle. Moi, j'ai choisi d'accompagner des couples en PMA à l'issue de mon propre parcours. Moi, j'ai vécu un parcours de 4 ans en PMA qui m'a vraiment ouvert les yeux sur une souffrance que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais comment on peut en sortir quand on n'est pas aidé? Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants derrière. Et je pense que c'est une jolie manière aussi de rendre aux autres la chance que moi j'ai eue. En tout cas, de vous accompagner le plus loin possible sur le chemin pour avoir un enfant. Et ce chemin n'est souvent pas appréhendé de la même façon par les hommes et par les femmes. Donc les messieurs, ils ne savent pas forcément comment aborder la question avec leurs femmes. Ils ne vivent pas les traitements dans leur corps, ils ne vivent pas le désir de maternité dans leur corps et sont souvent très démunis face à la souffrance de leur femme. Les disputes qui peuvent avoir lieu sont souvent sur l'espacement entre 2 traitements. Les femmes sont dans l'urgence très régulièrement en voulant réenchaîner très rapidement un traitement. Les messieurs sont plus dans une idée qu'il faut digérer. Ce qui est tout à fait vrai, on a besoin de temps pour digérer. Donc le fait de reculer va générer chez la femme une chose, c'est qu'elle peut imaginer que monsieur n'a pas envie et n'est pas motivé, ce qui n'est pas forcément le cas. Il a peut-être juste effectivement une envie de protéger madame. Ça, c'est vraiment une crise récurrente dans les couples. Le rôle du thérapeute, là, c'est vraiment d'être en capacité d'écouter et de comprendre où se niche le blocage ou le problème et de les aider vraiment à avancer dans ce parcours-là. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Sadia et Sébastien ont rêvé d'un enfant ensemble dès qu'ils se sont rencontrés. Mais ils étaient loin de se douter du parcours qu'ils allaient devoir affronter pour espérer devenir parents. Cet après-midi, nous allons revenir avec eux sur ces 4 années qu'ils viennent de vivre, 4 années de doute, mais également de tension dans leur couple. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Pas bien, enfin à bout, enfin plus envie d'essayer, mais avec l'espoir d'essayer encore, enfin. De quoi vous avez peur ? De pas réussir. 4 ans d'essai et toujours rien au bout, bah c'est usant. Et vous, Sébastien ? Bah moi un peu pareil, donc déçu par rapport à tous les essais qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et moi par contre j'ai plus du tout envie d'essayer quoi. Moi j'en plus envie d'essayer ? Moi, j'arrive à un moment où, justement, je tellement été déçu, et puis par rapport à tout ce qui a pu se passer dans notre couple, que du coup, la peur de continuer dans les échecs et voire perdre mon couple. Donc, vous n'avez pas la même envie, tous les deux. Vous voulez arrêter, vous voulez continuer à tout prix ? Pas à tout prix. C'est-à-dire ? Pas au prix de le perdre. C'est tout. Mais j'ai toujours l'espoir d'y arriver un jour, quoi. Vous diriez aujourd'hui que votre couple est en danger ? Oui. Et vous, Sébastien ? Si on continue, ça peut l'être. Alors, à vos côtés, Caroline et Pierre, bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous aussi, vous avez connu les rendez-vous médicaux, les traitements, les disputes. Vous avez même pensé à vous séparer, donc vous comprenez très bien ce qui vient d'être dit. Vous avez tenu bon et vous avez fini par avoir le bonheur d'avoir un petit garçon, c'est ça ? Bien résumé ? Absolument, oui.
Tout à fait, c'est exactement ça. Donc comme quoi, on peut avoir des envies différentes, ne pas avoir la même approche, voire envisager de se séparer et finir par réussir. Donc déjà, ça, c'est de l'espoir. On va développer évidemment vos histoires à tous les deux pour mieux comprendre la PMA et son impact sur le couple. Mais d'abord, je voudrais saluer nos deux experts qui vont nous éclairer. Frédéric Farigou, notre psychothérapeute de couple, et Georges Lévy, gynécologue, obstétricien, spécialiste en médecine de la reproduction. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Prêtez bien attention à l'écran derrière moi, car tout au long de l'émission, nous allons découvrir les dessins de Lapus, un illustrateur qui a tiré une BD de sa propre expérience de PMA. Docteur Lévy, avoir recours à des techniques médicales pour tomber enceinte, c'est de plus en plus fréquent? Malheureusement, oui. Pourquoi? En fait, moi, je dirais qu'il y a une conjoncture de facteurs qui font que ça explique que c'est plus fréquent. D'abord, l'âge du premier enfant, malheureusement, est retardé. En moyenne, actuellement, les femmes cherchent à faire leur premier bébé vers 30, 31, 32 ans. Et malheureusement, il y a une chute naturelle et physiologique de la fertilité féminine. Ce qui fait que le laps de temps naturel pour tenter à ce qu'un enfant vienne naturellement, malheureusement, prend du temps. D'habitude, c'est 4, 5, 6, 7 mois. Et plus une femme va prendre de l'âge, et plus ce délai va s'accentuer, malheureusement. Donc, ce qui explique que, malheureusement, quand elle se réveille, des fois un petit peu plus tard, que ça ne vient pas naturellement, il faut très rapidement passer à des techniques de procréation médicalement assistée, avec des montées en puissance qui vont être malheureusement assez rapides, des stimulations, des inséminations et la fécondation in vitro, qui est un petit peu le point d'orgue et le point culminant de ces techniques de PMA. Frédéric, qu'est-ce qui se joue dans un couple lorsque l'enfant tarde à venir? En fait, il y a plusieurs étapes. Déjà, il y a l'annonce de la stérilité, qui est toujours un choc, qui provoque vraiment une sidération dans le couple et qui va obliger le couple à envisager les choses d'une manière différente, bien évidemment. Il va y avoir un deuil à faire, le deuil de la grossesse qui va être entre guillemets normal, le deuil de l'enfant qui va venir d'une manière très simple et de la naissance idéale. Donc il va y avoir toute une remise en question qui est déjà compliquée, avec des sentiments négatifs très importants qui vont venir, qui a la culpabilité, une forme de honte aussi liée au fait de se sentir stérile, un sentiment d'incapacité. Et tous ces sentiments négatifs, il va falloir les digérer pour avoir un dialogue ensemble et envisager ensemble un parcours de procréation médicalement assistée, qui est un parcours qui est compliqué, qui est difficile pour les couples. C'est moi, les patients que je reçois, ils me disent c'est un véritable parcours du combattant. On est dans un ascenseur émotionnel, il y a des grandes joies, des grandes déceptions. Donc ça, il faut pouvoir le gérer dans le couple. Donc il y a un dialogue qui est très important, qui est compliqué à maintenir. Parce que c'est vrai que ce parcours malmène aussi la libido et les sentiments. C'est très compliqué comme parcours. Surtout, ce qui est compliqué aussi, c'est difficile à faire comprendre à l'entourage. Et il peut y avoir parfois des choses très blessantes qui sont dites et qui font que le couple va un peu se replier sur lui-même, ce qui ne favorise pas un épanouissement dans la relation. Sadia, vous avez l'air de vous retrouver dans tout ce que dit Frédéric. Dans les derniers mots, oui, c'est sûr que... Qu'est-ce que vous avez entendu de très blessant? Ça viendra tout seul. C'est juste cette phrase-là, quand tu sais que tu as un problème. La seule chose qu'on a envie de dire, tu comprends pas quoi, donc je te dis, il y a un problème médical. Ça viendra tout seul. L'incohérence des gens fait mal, puisque arrête de penser. Ah oui, c'est psychologique, arrête d'y penser. Ça viendra. Voilà, ça c'est la pire, je crois. Alors, où vous en êtes précisément dans vos démarches? Parce que Sébastien aimerait bien arrêter, mais c'est pas ce que vous avez décidé, si j'ai bien compris. On en est à... Il faut prendre la décision de savoir si on s'engage ou pas dans la FIV qui aura lieu au mois de mars. Pour l'instant, c'est le flou total. On continue les examens parce que il me fait plaisir. Il sait que je veux continuer. Donc pour l'instant, tant que ça reste des examens médicaux, certes éprouvants, c'est toujours dans notre intimité que ça vient chercher. Il me laisse faire parce qu'il sent que j'en ai besoin. Mais pour l'instant, on n'a encore rien prélevé. Et donc, il n'y a rien de concret pour l'instant. Donc, vous avez essayé quoi alors jusque-là? Traitements hormonaux par voie orale, injection.
et la batterie de traitements qui peuvent être faits liés à une stérilité. Donc, Il paraît que vous pensez que l'insémination ne servirait à rien. Pourquoi ? parce que c'est pas un problème de rencontre, les tests, ce qu'on appelle le test Donner, où on voit justement si tout se passe bien dans le chemin que ça doit prendre, tout est bon. J'ai eu un très très bon score, donc j'étais très fière de moi le jour-là. J'avais l'impression d'être dans les starting blocks, j'étais contente. Juste, vous pouvez nous expliquer, docteur Alors, Lévy ? donc, ce dont parle Sadia, c'est ce qu'on appelle un test post-coïtal, c'est-à-dire qu'on a fait un examen de la glaire et dans lequel on voit le comportement des spermatozoïdes dans la glaire et on voit si les spermatozoïdes arrivent à grimper à travers le col de l'utérus dans la glaire. Mais c'est un examen qui est parcellaire, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de donner les réelles qualités fécondantes du sperme. Il ne donne pas des renseignements sur la qualité de l'ovulation, sur la qualité des ovocytes. Donc moi, je pense qu'effectivement, ce que mes confrères, l'équipe médicale qui vous a proposé effectivement d'arriver à la FIV me paraît assez logique dans la mesure où ça va vous permettre de gagner du temps, de gagner, j'ai envie de dire, beaucoup de désagréments en moins. C'est-à-dire que vous allez vivre peut-être sur un cycle de FIV avec des chances de réussite qui seront peut-être doublées, voire triplées par rapport à un cycle d'insémination. Et donc avec même une possibilité que vous ayez derrière ça peut-être des embryons congelés, donc qui vous permettront peut-être de vous lancer dans des traitements, en fait, dans des tentatives qui seront beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus soft. Donc moi je pense réellement qu'il faut que vous persévériez courageusement dans cette voie parce que le succès est au bout. Il faut persévérer parce que vous êtes jeune. Une des causes essentielles des échecs de la FIV, c'est malheureusement l'âge tardif des femmes. C'est-à-dire qu'on sait quasiment, après 38-39 ans, il n'y aura même pas 5% de réussite en FIV. Alors que vous avez pratiquement 40 ou 50% de chance. Là. Ça doit vous rassurer d'entendre ça. Moi, oui. Sébastien aussi, ça doit le rassurer. C'est toujours bien d'entendre ça. Ça donne de se dire que du coup, peut-être que ça peut fonctionner, même si c'est dur de reprendre de l'espoir par rapport à tous ces échecs. À quel moment vous avez compris que faire un enfant allait être plus compliqué que prévu ? Au moment où quand on a eu envie de faire un enfant, j'avais un stérilet, donc on a retiré le stérilet. Quand j'ai vu que mes règles ne revenaient pas, en fait, je me suis dit bizarre. Même si on m'avait dit que ça pouvait prendre un petit peu de temps, là ça faisait beaucoup de temps, donc on a pris rendez-vous. On vous avait mis un stérilet à la progestérone, peut-être, non ? Oui. Qui freinait les règles. Donc c'est sans doute la raison qui explique pourquoi vos règles ont mis un petit peu de temps à revenir. Voilà, donc du coup on m'a donné un médicament pour déclencher. Voilà. Et même le cycle d'après, elle ne revenait pas d'elle-même non plus. Et donc, du coup, obligée de retourner chez le gynéco, justement, pour voir qu'est-ce qu'il se passait exactement. Pourquoi, sans cette petite pilule magique... les règles ne revenaient pas. Ne revenaient pas, ouais. On a fait quelques cycles comme ça, déjà, pour réhabituer le corps. Puisque j'ai eu 5 ans à stériler, donc du coup, le corps n'était plus du tout habitué à avoir des règles. Alors, en fait, vous n'étiez pas très inquiète parce que vous aviez déjà un enfant. Donc, oui. Vous saviez que vous étiez fertile. Oui, et pour moi, quand on en a déjà eu un, dans mon esprit, c'était... Il a quel âge, votre fils ? Il a 6 ans et demi. Vous l'avez eu ensemble ? Non, d'une précédente union. Est-ce qu'à un moment, vous avez pu imaginer que le problème venait de Sébastien ? Oui. Je me suis... Moi-même, Ouais. Moi, le premier, n'ayant pas d'enfant, forcément, quand ça prend pas, on se dit toujours ça peut pas venir d'elle, puisqu'elle a déjà eu un enfant, donc chez elle, tout va bien. Donc forcément, on se pose la question de savoir est-ce que ça vient pas de nous, quoi. Ouais. Donc vous avez fait des examens ? Donc du coup, on a passé un spermogramme. Et vous avez été rassurée ? Du coup, ça rassure quand même de savoir que... Je vais pas dire que tout allait bien, ça venait pas de moi, mais du coup, moi-même, oui, ça m'a rassuré de savoir que tout fonctionnait bien. Vous avez passé toute une batterie de tests, vous, Sébastien, et vous aussi, Sadia. Oui. On vous a dit quoi à l'issue de On m'a remis une enveloppe. On vous a remis une enveloppe ? Oui. En vous disant quoi ? En me disant qu'il fallait que je prenne contact avec tel médecin, sans m'en dire plus. J'ai ouvert l'enveloppe devant le gynécologue et là, ça a été dur. Ça a été l'un des plus durs moments de ma vie. Qu'est-ce qui était écrit ? Stérilité secondaire inexpliquée, mais en gras, quoi.
Je pensais pas que ça pouvait m'arriver puisque j'en avais déjà un, lui il n'avait pas de soucis et... Non, puis-je me permettre de rebondir là-dessus. En fait, bon, le terme stérilité, bon, c'est un terme déjà que nous on n'aime pas tellement employer, nous on emploie plus souvent le terme infécondité, infertilité. Le terme stérilité a comme une sorte de couperet péjoratif de dire madame, vous n'aurez pas d'enfant. Alors donc on vous a expliqué stérilité, c'est plus une terminologie administrative de la sécurité sociale qu'on a expliqué en vous disant madame, vous êtes confrontée à des problèmes pour faire un bébé, il faut donc demander une prise en charge à la sécurité sociale. Bon, on appelle ça crûment effectivement une stérilité conjugale. Secondaire veut dire qu'effectivement vous aviez déjà eu un bébé. Bon, inexpliqué, peut-être a priori même plutôt encourageant. C'est-à-dire que le terme inexpliqué voulait dire qu'on n'a pas trouvé de cause majeure, tant chez vous que chez votre conjoint, et que donc a priori on part sur une idée, bon, bien qu'on dise qu'il n'y a réellement jamais de cause totalement inexpliquée, mais vraisemblablement il n'y avait pas une cause majeure. Donc je pense que il aurait peut-être fallu vous expliquer ça de façon un petit peu plus entourée et ne pas vous balancer une enveloppe à la figure. Donc là, je pense que... Et en vous ayant peut-être expliqué ça en des termes un petit peu plus, j'ai envie de dire, un petit peu plus nuancés, peut-être vous l'auriez accepté peut-être plus facilement avec un programme, un protocole thérapeutique où on allait vous expliquer comment on allait petit à petit monter en puissance. Non, on nous plonge dans le bain directement en fait, on nous laisse pas le... Puis on veut pas rater le coche, quand on se dit si je prends pas le rendez-vous tout de suite, enfin, qu'est-ce qui va se passer ou quoi? Non, le mot stérilité, enfin, c'est... Il est maladroit. Ah, c'est le bout de la vie, quoi. Enfin, tout de suite, on se dit, j'ai promis à mon mari d'avoir un enfant avec lui, et bah, c'est pas possible. Je suis devenue, en tant que femme, incompétente. Pour moi, ça a été à ce moment-là, ça a été fatal, ça a été dur, ça a été vraiment dur. Caroline, vous comprenez, j'imagine ces mots, peut-être avez-vous ressenti la même chose? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous avez passé 2 années donc d'essai pour faire un bébé qui ont été infructueux. Vous avez passé des examens aussi? Oui, voilà, au bout de 2 ans sans réussite, on va dire. Moi, j'ai eu une sensation qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Ça faisait longtemps que je ne prenais pas de moyens de contraception, donc je n'avais pas justement ces médicaments en moi. Donc je me disais, bon, ben, ça va venir naturellement, on va essayer, ça va venir. Et très vite, j'ai dit à Pierre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Au bout de 2 ans, il n'y a rien eu, il n'y a même pas eu un accident, une fausse couche, quelque chose. Je lui disais, je ressens, on est allé voir la gynéco. Et c'était en début d'été, elle m'a dit laissez passer l'été, souvent l'été on est plus détendu, etc. Et nous l'été on travaille beaucoup, donc je dis à Pierre je veux pas laisser passer l'été, ça marchera pas. Et on est allé prendre rendez-vous en procréation médicalisée. Donc vous avez passé des tests? Là on a passé tous les tests. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Pierre avait, suite au spermogramme, 98% de spermatozoïdes atopiques. Atypiques, pardon, excusez-moi. Ça veut dire quoi, ça, des spermatozoïdes? Alors, ça veut dire que la morphologie de ces spermatozoïdes est censée ne pas être conforme et ne pas être, si vous voulez, c'est une capacité qu'ont les spermatozoïdes à féconder les ovules. Alors, aux yeux des biologistes, quand un spermatozoïde est atypique, c'est-à-dire qu'il a une morphologie qui n'est pas tout à fait normale, et c'est vrai que dans un sperme normal, il y a beaucoup d'atypiques, mais il y a quand même au minimum 20-25% de formes typiques qui permettront, du fait du nombre très important de spermatozoïdes dans un éjaculat, qui permettront de se frayer un chemin et de féconder. Donc, quand il y a beaucoup de spermatozoïdes atypiques, on montre tout de suite du doigt le tabac. C'est une des causes les plus importantes. Le tabac est un des plus grands pourvoyeurs de formes atypiques. À raison de... On considère qu'au-delà de 7 à 8 cigarettes par jour, c'est nocif. Ça a des effets, ce qu'on appelle d'oxydation excessive des cellules. Donc c'est un vieillissement des cellules, de tout le corps humain en l'occurrence, et des cellules mobiles et vivantes qui sont en perpétuel renouvellement comme les spermatozoïdes. Est un des meilleurs traitements d'ailleurs pour les formes atypiques, avant de chercher à manipuler le sperme. Et je pense que Pierre y a été confronté. La première des choses qu'on dit, monsieur, diminuez le tabac et l'alcool, parce que ce sont 2 paramètres qui jouent beaucoup. On vous l'a dit, Pierre, ça? Oui, on m'a mis en garde, oui. Et vous avez tout diminué? J'ai diminué, mais je n'ai pas arrêté durant tous les traitements. Et vous, qu'est-ce qu'on vous a dit?
Donc moi, j'avais une glaire acide suite au traitement, aux examens. J'ai une glaire acide, donc... On essaye de traiter, on essaye de fluidifier la glaire, ou on essaye éventuellement de court-circuiter l'étape de la glaire, c'est-à-dire qu'on a dû quand même vous proposer des inséminations au début, c'est cela. Donc nous, on a commencé, oui, par les traitements hormonaux, pareil, par voie orale, les piqûres, et après, donc les inséminations. Et on se disait, voilà, en passant justement cette glaire acide, voilà. Combien de tentatives avez-vous fait? 4 inséminations. C'est ce qu'il faut faire, voilà. Voilà. Donc c'est le cheminement normal, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, la montée en puissance qui fait que quand on a affaire à un couple jeune comme vous, on peut se permettre de faire 3 ou 4 tentatives d'insémination parce qu'on considère qu'on augmente quand même sensiblement les chances par rapport à la fertilité naturelle. Mais l'expérience prouve qu'au-delà de 4 tentatives d'insémination, ça ne sert à rien d'insister. C'est ce qu'on nous avait expliqué. Et effectivement, malheureusement, la transition effectivement peut paraître dure. Les inséminations, bon, c'est certes des traitements de stimulation, mais c'est quand même plutôt facilement gérable dans son quotidien, alors que la FIV devient quand même, c'est des traitements de procréation médicalement assistée beaucoup plus lourds, beaucoup plus intrusifs. Et c'est ça, effectivement, malheureusement, des fois, on a du mal à faire passer ce message parce qu'il n'y a pas de traitement intermédiaire entre les inséminations et la FIV. Par contre, on préconise des fois d'attendre un petit peu entre la fin des inséminations et le début du protocole de FIV. Et je pense que ma collègue à côté me confirmera que bon nombre de couples, dans l'attente d'un protocole de FIV, des fois démarrent des grossesses spontanément. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à essayer d'avoir un enfant? Et du coup, 32 ans pour moi. Ah oui, donc vous avez commencé tard. Oui. À l'issue de ces 4 inséminations, vous étiez dans quel état d'esprit? J'ai pas eu de tabou par rapport à justement cette infertilité-là. J'ai la faculté de pouvoir parler, donc je l'ai fait. J'ai peut-être même trop fait vis-à-vis de certaines personnes, mais... Et vous, Pierre? Moi, c'était tout le contraire. Moi, Que... je gardais tout en moi, je ne parlais quasiment à personne. Notre couple, je pense que notre couple a commencé à mal aller à ce moment-là. C'est que les échecs arrivaient, les échecs étaient là. Et moi, je n'osais pas dire ce que je pensais. C'est vrai que je me renfermais sur moi-même. Et qu'est-ce que vous pensiez? Moi, j'avais beaucoup de culpabilité quand même. C'est vrai qu'on avait commencé le traitement et c'est vrai qu'avec mon mensonge, c'est vrai que j'avais cette culpabilité de dire, ben voilà, en fait, c'est moi le souci, c'est ma faute. On se remet en question au fur et à mesure, on commence à se remettre en question petit à petit, mais on se dit, est-ce que c'est pas trop tard aussi? Sadia, à partir de juin 2014, vous avez entamé un processus de stimulation ovarienne, d'abord par médicament, par voie orale, puis par injection. Vous étiez dans quel état d'esprit en débutant ce traitement? Optimiste, à fond dans le guidon en disant si les médecins pensent que c'est ce qu'il faut faire, on le fait et on y va, quoi. Allez hop, malgré les contraintes, on fait des croix dans un calendrier pour dire quand est-ce que seront les rapports sexuels, qu'on doit aller chercher les piqûres avant. C'est pas très romantique tout ça, non? C'est pas très bon pour les libidos. Mais on le fait au départ avec le sourire. Ah au départ c'est assez marrant. Moi personnellement c'était pas sans me déplaire. C'est-à-dire? C'est assez rigolo du coup de programmer. Voilà, on y pense. Pas cette forme-là qui est rigolote, mais du coup d'avoir des rapports à certains moments de la journée, donc du coup qui étaient rapprochés. Du coup, moi, c'était pas sans me déplaire. C'était pas un gros souci pour vous, manifestement. Voilà, c'était un petit jeu pour moi au départ. On essaye Au départ, on essaye de garder le glamour en essayant de dire c'est ce soir, allez, viens. Puis voilà, on prend avec la rigolade au départ. On se taquine, on se cherche. On s'envoie un petit texto en disant il est 19h, attention, moins 2 heures, 3 points de suspension. Au départ, mais voilà, ça, c'est important, j'imagine, de garder cet esprit de jeu. Même au niveau de la PMA, c'est ce qu'ils nous disent, essayer de garder un petit côté quand même. On en discute avec eux et quand ils nous mettent des petits croix en disant là on est tel jour, on y va là, on y va là, on y va là. Au départ on les regarde, ouais.
je sais pas. Et puis c'est eux aussi qui nous disent, essayez de mettre un peu de piment, essayez de faire la surprise, ne lui dites pas encore que c'est pour tel jour. Donc voilà, on essaye un petit peu de jouer de ça au départ. Au départ. Au départ. Comment ça s'est passé pour vous, cette période de stimulation? Dur. Vous avez même dû être hospitalisée? Oui. Après les médicaments, quand on fait des kystes, on passe vite aux seringues. Donc beaucoup plus aussi de contraintes parce que c'est à heure fixe. Contrairement aux médicaments, on peut un peu jouer. Là, non, c'est à telle heure, on désinfecte avant, on n'oublie pas, on fait ci, on fait ça, on prend la boîte à seringues. Enfin, c'est une bonne organisation. Et puis, quand ça se passe bien, tout va bien. Et quand on sent que ça fait de plus en plus mal à un ovaire, on se dit, oula, on va consulter. Là, on fait une écho, des kystes. On se dit, ça refait la même chose qu'avant, donc déception. On arrête le traitement, on prend un traitement pour enlever les kystes, donc on rebelote, on re-écho, enfin, cycle vicieux. Vous avez eu des hyperstimulations. J'ai fait de l'hyperstime, moi, au départ. Avant de trouver le bon dosage, j'ai fait de l'hyperstime. Et jusqu'à faire des kystes. Hyperstime, quoi, vous dites ça. Voilà. C'est la classe. Du vocabulaire de pro, quoi. À force de venir à la PMA toutes les semaines, voire tous les 2 jours, on connaît les couloirs de la clinique par cœur, quoi. On pourrait aller boire le café avec les infirmières sans problème. Les couples qui sont là, c'est les mêmes toutes les semaines aussi, puisque souvent, ceux qu'on voit au premier jour, on sait qu'on va avoir le cycle en même temps qu'eux, donc on a des copains pour le mois. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des moments d'humour aussi, oui. On doit se raconter des trucs irracontables. On sait tous pourquoi on est là aussi, donc c'est vrai qu'il y a des tabous qui se lèvent, puisqu'on sait pourquoi on va dans la salle, telle salle, parce que c'est la salle des prélèvements, on sait quelle salle est pour les échos. J'imagine que c'est peut-être plus facile de parler avec ces gens-là qui partagent le même parcours qu'à des proches qui sont loin de vos problématiques. C'est pas pareil. De parler avec des gens qui le vivent ou qui l'ont vécu vont plus nous comprendre, justement, dans nos démarches que ceux qui ne l'ont pas vécu. Parce que souvent, pour les gens qui ne l'ont pas vécu, c'est dans la tête, il ne faut pas y penser, ça va venir, t'inquiète pas. Mais on a beau dire que c'est médical, ça ne comprend pas forcément. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'en parler avec quelqu'un qui l'a vécu que d'en parler avec quelqu'un qui ne l'a pas vécu. C'est pas vraiment parler quand on est dans les salles d'attente, c'est plus les regards. Où on croise un regard, on croise un couple, on sait qu'on est tous dans la même galère, mais on se comprend sans se parler. Il vous est arrivé d'être déçu par vos amis? Oui, beaucoup d'amis n'ont pas compris quand on est passé aux seringues, en fait. Où c'était à heure fixe, ou quand on m'appelait pour faire un restaurant et que je disais écoute, non, 20h c'est pas possible, je me pique, on y va à 21h. Si, puisque les copains étaient au courant qu'on était dans ce protocole avec des seringues, des choses comme ça, donc on lui dit non, moi 20h c'est pas possible, c'est l'heure de ma piqûre, allez-y, on vous rejoint. Et une piqûre ça dure ça dure 5 minutes, mais bon, faut quand même laisser le temps au corps aussi, puisqu'il faut rester un petit peu allongé derrière pour quand même que ça ait pris, puis après il faut prendre le temps de se préparer, des choses comme ça. Donc ça rallonge un peu le temps, puisqu'on se met à l'aise quand même pour faire la piqûre. Et moi, j'insistais pour que ce soit Sébastien qui me pique, pour que il ait... Qui participe. Voilà, pour qu'il participe. C'est bien ça? C'est bien ça. Je pense que ça, c'est la problématique de chaque couple. Exactement. Il y a des femmes qui préfèrent manager leur traitement toutes seules et impliquer leur mari le jour J, soit pour les rapports programmés, soit pour l'insémination. Et il y a d'autres couples, peut-être comme Sadia, qui préfèrent être fusionnel avec son mari et qui préfèrent... Là, on n'a pas de conseil à donner. Chaque couple vit en fonction de j'ai envie de dire, sa sensibilité. J'avais peur de piquer quand même au départ. C'est pour ça aussi. Il faut l'avouer, au départ, j'avais peur de piquer aussi. Enfin, on apprend vite, on vous apprend vite. Alors, heureusement, vous avez quand même pu compter sur certains amis. Certains sont restés, ont été très présents pour vous. Charlotte en fait partie. Elle a tenu à vous envoyer ce petit message de soutien. Coucou Sadia, coucou Sébastien. Donc, je vous laisse un petit message pour vous dire que je vous soutiens et que je vous soutiendrai quoi qu'il arrive. Dans le meilleur ou dans le pire. En même temps, je préférais que ça soit le meilleur. Mais bon. Donc, dans tous les cas, je sais que vous essayez d'avoir un bébé et que c'est compliqué. Mais je suis là et je serai là. Peu importe ce que l'avenir vous réserve. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de courage. Vous
Vous avez toujours été très émotif comme ça? Oui. Ou c'est l'imprégnation hormonale Depuis les hormones, c'est pire. Il est déjà émotif à la base, mais là, depuis, c'est pire, oui. Ouais, je pleure pour rien. C'est les hormones. Une question à tous les quatre. Comment vous vivez autour de vous l'arrivée d'un enfant, d'une grossesse, la vue d'un landau avec un enfant? Les inconnus, ça va. On peut passer enceinte devant moi, ça me pose pas de problème du moment que je connais pas la personne. Les proches, ouais, je peux pas. Je préfère pas qu'on me le dise. Il y en a qui ont la délicatesse de me dire faut que je te dise un truc et me prendre à part, donc je peux me permettre de pleurer à part. Il y en a qui ont attendu presque la naissance de leur enfant pour me dire au fait, je vais bientôt accoucher, parce qu'ils avaient peur de ma réaction, parce que ils voulaient pas me faire souffrir, parce que je le cachais pas à mes copines en fait. Parce que tout de suite, ça a été quand est-ce que tu en refais un est-ce qu'il te faut en mode d'emploi et donc à un moment donné, on peut plus. Au départ, on dit non, mais on attend à tout voir. On essaie toujours de trouver des excuses au départ. Et à un moment donné, on peut plus. On n'a plus envie de donner des excuses, on a envie de dire non, ça marche pas et point barre. Laissez-nous tranquilles et puis quand ça marchera, on vous fera signe. Et on a cette culpabilité-là, en fait, d'essayer de trouver des excuses en attendant que ça marche, parce qu'on n'ose pas dire, écoute, au départ, on ne dit pas. Et vous aussi Moi, j'ai eu l'impression que toutes les femmes autour de moi tombaient enceintes pendant que j'étais en traitement, quoi. C'est toutes. Et puis, même celles qui n'en voulaient pas, c'était... Ah dis donc, toi tu y arrives pas. Moi j'ai qu'à claquer des doigts et ça y est. Moi sous pilule. T'as vu hein. Moi je suis forte, toi. Ça c'est pas les amis. Hein. D'ailleurs, si ça l'avait été, ça ne serait plus des amis. Mais c'est vrai que non, c'était affreux. Les annonces de grossesse. Et ça peut avoir quel impact sur le couple? Alors, ça peut avoir comme impact de renforcer le sentiment d'incapacité et ce sentiment de dépression aussi qui peut s'installer, et aussi l'isolement. Parce que du coup, bien souvent, le couple va éviter les interactions pour ne pas se retrouver confronté à des remarques comme celle-là ou à cette douleur. Alors, c'est pas vraiment de la jalousie, c'est juste c'est confrontant par rapport à sa propre histoire. Et le problème, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez bien dit, Pierre, c'est que souvent le conjoint, pour éviter d'en rajouter, va se murer dans le silence, va essayer de mettre un peu sa femme, de protéger sa femme. Mais en fait, ce qui est plus protecteur, c'est de pouvoir en parler ensemble et d'offrir véritablement le compagnon. Il doit vraiment avoir ce rôle de soutien. Il est capital aussi par rapport à l'hypermédicalisation de ces grossesses. C'est-à-dire que le conjoint doit vraiment jouer le rôle de tampon entre l'hypermédicalisation et la procédure qui reste quand même l'envie d'avoir un enfant. Donc il faut rester dans cette... Et je pense que le rôle du conjoint, il est vraiment à ce niveau-là. Et comme l'a très bien dit Georges, le soutien, c'est chaque couple qui doit savoir, chaque femme qui doit savoir de quel soutien elle a besoin par rapport à son conjoint pour éviter à un moment d'être dans le reproche. Parce que moi, j'entends souvent des couples où la femme se sent seule parce qu'elle subit tous les traitements, son corps change, elle se sent mal, elle se trouve pas belle. Et donc, c'est très compliqué pour faire face à ça. Et c'est vraiment important de sentir que son conjoint est impliqué. Alors, ça peut être impliqué à différentes manières. Ça peut être pour piquer, mais ça peut être aussi pour arrêter de fumer. Voilà. Parce que sinon, effectivement, elles peuvent vivre vraiment comme une injustice le fait que elles subissent tout ça et puis que l'autre se plaigne encore parce qu'il a juste un petit truc à faire. Donc il peut s'installer vraiment un décalage dans le couple par rapport à ça. Pardon. Si je peux réagir justement par rapport à ça. Moi, c'est vrai que je me disais que lui n'arrêtait pas de fumer et je mettais toute mon énergie à chercher et à prouver qu'il n'arrêtait pas de fumer. Et c'était mon angoisse de la journée. Je me mettais une pression toute seule. Donc ça débouchait sur des disputes, j'imagine. C'était horrible. C'était horrible. Je retrouvais un briquet, je l'attendais. J'avais le cœur qui palpitait. Je l'attendais du retour au travail avec le briquet. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'avais envie de l'étriper. Je me disais, mais c'est pas possible. Est-ce que vous sentiez s'il avait une odeur de fumée ou de cigarette? Bien sûr. Je le sentais. Il me disait, non, mais je te jure. Je disais, mais arrête de me prendre pour une bécasse. C'est pas possible. Et c'est vrai qu'il me jurait. Et je finissais toujours par le découvrir, soit de le voir, le croiser, de le découvrir sûr d'une façon ou d'une autre. Mais du coup, le jour d'après, il me disait, j'ai arrêté.
Et ben, mon nouveau rôle, c'est de repartir à la conquête de comment je vais lui prouver qu'il me ment encore. Et ça a pour duré moi, longtemps, ça? Ah, ben, ça a duré tout le traitement. Tout le traitement. Et chez vous, les premières disputes sont apparues quand? Au départ, c'était pas des disputes, c'était des réflexions. Ça va, voilà. Il pouvait pas se libérer du travail pour venir avec moi à une écho. Je lui disais, bah tu vois, c'est encore moi qui va y aller toute seule. Ça a commencé comme ça, par des petites réflexions où, ouais, mais je peux pas être et à la clinique et faire la machine, quoi. Enfin, à un moment donné, voilà, ça a été des choses comme ça au départ et au fur et à mesure, voilà, ça prend de l'ampleur. Après, je le disais tout à l'heure, il y a l'image de soi aussi qui est en jeu. On se reconnaît plus, on prend du poids. Tout ça, vous le vivez comment? Mal. Bah, de plus rentrer dans ses fringues, à un moment donné, on s'en aperçoit en fait. Et on se dit, Est-ce on se sent gonflé? Oui. Au niveau du ventre, déjà, on commence à prendre de là. Et puis après, on évite. Enfin, faut éviter le sport. On peut plus en faire comme on veut non plus, parce qu'avec les ovaires qui travaillent, on peut pas faire n'importe quoi non plus, parce que ça fait super mal. Donc, on fait plus de sport. C'est autre chose. Donc voilà. Donc on prend du poids parce que du coup, on fait plus de sport et puis on gonfle parce que. Voilà, et on prend plus soin de soi. On arrive à plus prendre soin de soi après. Après, c'est une descente de dire, de toute façon, je suis grosse, donc C'était il y a combien de temps cette photo-là? Il y a 5 ans. Ça vous fait quoi de voir cette photo? Je suis belle. Mais je rentre plus dedans. Je rigole, mais ça fait mal quand même. Vous avez l'impression que c'est la même femme? Non. Non. En quoi elle est différente? À cette époque-là, elle pensait que Plus insouciante? Ouais, en disant ça va rouler tout seul, quoi. Il y avait ce côté-là, ce côté que ça pouvait rouler tout seul. Sans besoin des médecins, sans besoin de tout ça. On est grand, on peut y arriver tout seul, quoi. C'est ce qu'on se dit au départ. C'est douloureux, hein. Ouais. C'est douloureux parce qu'effectivement, il y avait cette insouciance elle n'avait pas fait tout ce parcours du combattant qui laisse des traces. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de se poser pour se parler et puis entendre ce que Sébastien a à lui dire aussi. C'est-à-dire que c'est important aussi que vous lui disiez. C'est quoi qui a été le plus douloureux pour vous, Sébastien, dans tout ce parcours, vous? Le plus douloureux dans le parcours, c'est la voir perdre confiance en elle, de se détériorer, c'est de plus prendre soin d'elle, de plus sourire à la vie, quoi. Et de rester dans sa bulle et de s'enfermer petit à petit. Et c'est ça qui fait le plus mal, c'est de voir la personne que vous aimez se faire mal et se rabaisser, quoi. C'est peut-être ça que vous voulez éviter aujourd'hui? Moi, durant tout le traitement, j'ai tout fait pour essayer de la protéger au maximum. Ouais. Donc, on parlait tout à l'heure par rapport aux personnes dans les alentours qui tombent enceintes et tout ça. Automatiquement, obligatoirement, moi, ça me touche forcément. Et moi, je ne m'arrête pas par rapport à ma femme, simplement aux personnes de notre entourage. C'est que moi, toute personne que je vois enceinte, forcément, j'y pense. Ça me travaille, je me dis tout le monde y arrive, nous on n'y arrive pas, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et du coup, par rapport à ça, on est protecteur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et du coup on est dans l'hypocrisie parce que je dis à ma femme mais non, t'inquiète pas, c'est pas grave. On essaie de faire en sorte que nous ça va très bien justement par rapport à tout ça. Alors qu'on sait très bien que justement notre compagne va mal par rapport à ces nouvelles, par rapport à ces femmes qui tombent enceintes. Et puis nous, non, on essaie de prendre le dessus en disant mais t'inquiète pas, ça va venir et puis te prends pas la tête avec ça, quoi. L'estime de soi, on prend un coup parce que je veux cet enfant, je veux être maman de nouveau et surtout avec Sébastien, lui offrir cette paternité. Et j'y arrive pas. Et donc, c'est un échec qui fait mal et qui, Est-ce qu'il y a eu des conflits entre vous, des disputes, si elle est jusque-là? Oui.
du fait d'avoir un problème d'image et d'estime de moi, je suis devenue de plus en plus... Il avait beau me dire que j'étais la plus belle sur cette terre. Pour moi, j'étais qu'une grosse vache qui se piquait tous les soirs, quoi. Donc voilà. Donc la jalousie, Vous étiez devenue jalouse? Oui, très. Alors que je ne le suis pas du tout au départ. Je lui fais confiance à 100%, enfin même 300% s'il le faut, mais non, le moindre regard d'une femme sur lui, c'était pas possible que même une fille venait lui adresser la parole, c'est tout de suite qu'est-ce qu'elle te voulait, quoi. Enfin, j'aurais sauté dessus. J'étais devenue comme ça. Je supportais plus que quelqu'un lui parle, quoi. J'avais peur que la première qui passe puisse prendre mon mari parce qu'elle pouvait lui faire un enfant. Comment vous réagissiez, vous, Sébastien? C'est dur de perdre la confiance de sa propre femme. C'est pas forcément facile à vivre. Du coup, on a beau essayer de rassurer, de dire qu'on n'est pas intéressé par une autre femme, que si je t'ai épousé, c'est que forcément je veux faire ma vie avec toi, je veux continuer avec toi, que pour moi tu es la seule qui existe. Mais toujours d'avoir cette appréhension, cette peur d'aller au travail, parce que justement on ne se sent pas en confiance. Mais ça fait mal, ça fait vraiment très mal. Est-ce qu'il est arrivé un moment où il vous est arrivé de fuir pour ne pas justement subir ces reproches ou cette pression, cette jalousie? Ça m'est arrivé de vouloir, de ne pas avoir envie de rentrer justement pour pas avoir ce genre de conflit, ou du moins de retarder l'échéance. Et même de pas rentrer manger, de dire je reste, je mange au travail. Et puis, vous l'avez remarqué, vous, ça? C'est là justement que les doutes ont été pires, en fait. Je me suis dit, vu qu'il fuit, c'est qu'il y a quelque chose ailleurs. Donc ça a été... Et au départ, on n'en parle pas parce qu'on se dit, je risque de le perdre. Parce que si c'est... Dans nos têtes, on commence à... Vu qu'on a... Notre confiance est redescendue à -20, quoi. Donc du coup, on se dit... si je ne me trompe pas, qu'est-ce qui se passe s'il part vraiment, en fait? Et j'aime tellement mon conjoint que je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse me dire oui. Donc du coup, j'ai préféré me taire et m'enfermer dans cette bulle et imaginer qu'il me trompait à chaque fois qu'il était au travail, quoi. C'était aussi simple que ça. C'est une souffrance terrible. C'est ça, une souffrance terrible, un cercle vicieux. Parce que du coup, chacun est enfermé dans sa souffrance, il n'y a pas de communication et il y a un éloignement qui est inévitable de fait puisqu'on ne partage plus. Là, c'est important de se dire, ça me blesse que tu perdes confiance alors que je fais tout pour rester à tes côtés. Donc, c'est vraiment important de ne pas perdre ce dialogue, même si c'est compliqué parfois. C'est pour ça que c'est important de se faire aider. Si je peux me permettre, moi, j'allais dans la discussion. Oui. Moi, j'allais la voir pour lui en parler justement, de lui faire rendre compte que des fois, on avait tendance à se prendre la tête pour rien. Oui. Ça pouvait partir d'un film alimentaire. Il n'y a plus de film alimentaire et là, la crise part. Donc moi, j'allais dans cette communication. Et je faisais toujours le premier pas justement pour dire mais là, ça va pas. Oui. Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose? Est-ce que tu veux, je sais pas, sortir ou autre? Et du coup, de parler justement de ce problème de manque de confiance en moi. Parce que dans mon travail, oui, je suis amené aussi à travailler avec des femmes. Et donc, du coup, sur ça, le doute s'est installé. Mais moi, j'allais dans cette discussion-là, de dire c'est des collègues de travail. C'est pas des personnes qui m'intéressent plus que ça. Simplement des collègues de travail, ça restera des collègues de travail. Donc, cette discussion, cette communication, je l'avais. Mais comme elle était dans son doute, forcément, ça changeait rien. Elle était vraiment dans sa bulle et j'arrivais pas à la faire sortir de là. Ouais. Ça vous parle, vous, Caroline et Pierre? C'est exactement ça. Les mots, c'est exactement ça. Nous, on travaille tous les deux dans un milieu où il y a beaucoup de femmes. Moi, j'ai pris énormément de kilos aussi pendant l'insémination, les inséminations, les traitements. Donc, voilà, je suis grosse, je suis moche, je suis plus attirante. En plus, j'arrive pas à faire un enfant. Voilà, autour de lui, il y a plein de jeunes filles qui sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Voilà, pourquoi il restera avec moi? Pourquoi? Donc, parce que vous avez dû passer aux inséminations, 4 inséminations. Chaque insémination s'est soldée par un échec. Donc, c'est autant de lourdes déceptions à gérer. L'échec, c'était à chaque fois, c'était
c'était un drame. Enfin, pour moi, c'était un drame. Je dis pour moi parce que Pierre ne montrait rien. Et c'était encore plus un drame pour moi, parce que j'avais l'impression que ça ne le touchait pas. Oui, parce que moi, c'est vrai que moi, de ne rien montrer, alors qu'intérieurement, c'est vrai que ça me touchait, je voulais pas non plus la blesser. Et c'est là où on se dit qu'en fait, on part du mauvais pied, alors qu'au lieu de tout garder, il faut en discuter, il faut... Mais ça, si c'était à refaire, je voudrais être suivie. Bah oui. On n'a pas été suivis. On n'a pas été suivis, oui. Et si c'était à C'est refaire... peut-être un conseil à retenir. Ah oui, absolument. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué, je pense. Qu'est-ce qui vous a aidé à mettre un terme à vos disputes? Très bonne question. Nos disputes ont vraiment continué jusqu'à la réussite. Hein. Il n'y a pas eu quelque chose quand même qui a un peu infléchi les disputes, qui vous a prouvé que votre compagnon était... Il y a eu une demande en mariage qui a été faite, qui a été demandée. Ah bon? Ouais. Ah oui. Ouais. J'ai oublié. C'était un détail de ma vie. Un détail. C'était stratégique. Petite bague. C'était une manière de lui montrer que vous étiez impliqué. Une manière de lui montrer mon amour, d'être impliqué, de lui dire, ben voilà, on y va. Je te suis sans te le montrer, je te suis dans le parcours, dans le combat. Le combat, oui. Donc oui, ça vous a fait plaisir d'amour. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, vous avez été un peu rassurée sur son implication. Exactement. Là, c'était, je me suis dit que oui, il m'aimait vraiment, que quand il a fait sa demande en mariage, j'étais pas du tout enceinte, on n'avait pas encore commencé même les FIV, donc il me prenait comme j'étais finalement. Voilà, ça me rassurait, ça m'a rassurée. Donc vous étiez plus serein quand vous avez commencé les fécondations in vitro? Oui. Voilà, c'était pour lui prouver, lui dire que même si son corps avait changé, même si après tous les échecs que l'on a pu avoir, c'était lui dire, ben voilà, je veux que tu sois ma moitié pour le reste de ma vie, quoi. Donc votre petit Arthur est arrivé combien de temps après? Donc, on a commencé au mois de... Le protocole des FIV en janvier. Janvier 2014. Janvier 2014. Et on a eu une ponction. Ma ponction a lieu le 28 mars 2014. Voilà. Donc, 28 mars 2014, on m'a prélevé 8 follicules. Il y a eu 4 embryons qui ont été faits en FIV-ICSI, fécondés. Donc, le choix de notre centre PMA était d'en implanter seulement un. Donc, ce qui a été fait. Et à notre plus grande joie, 15 jours plus tard, le test était positif. Donc là, c'était Sauf qu'après, on doit avoir peur, quoi. Voilà. On est très très joyeux, mais c'est pas une joie. On reste quand même sur la défensive. Voilà. On se dit attends, c'est positif. On va laisser passer les 3 premiers mois. Notre entourage aussi était de mon côté réservé. Il fallait attendre la confirmation, les prises de sang, la deuxième prise de sang, voir que les taux évoluaient bien. Donc pour pas avoir un espoir qui finalement retombe et que ce soit encore pire après. Et finalement, ça a bien tenu et on a un petit embryon donc, qui est congelé aujourd'hui aussi, donc qui nous donnera la possibilité de recommencer. Les essais. Vous l'envisagez de recommencer? Oui, tout à fait. Sadia, ça vous donne de l'espoir d'entendre ça? Oui, moi je me dis, je veux bien aussi essayer chigneux où, parce que voilà. C'est ce que vous allez faire, certainement. J'espère. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Nous, on n'a jamais voulu baisser les bras. Nous, on s'est toujours dit, tant qu'on a une possibilité, tant qu'on a une chance, on saisit la chance. On n'a jamais voulu baisser les bras et c'est vrai que la chance nous a souri. Et, on a cette possibilité-là et il faut y aller, il faut la prendre. Ouais.
Alors, on en était aux disputes, des disputes qui ont continué à s'amplifier jusqu'au jour où vous avez carrément craqué. Oui. Vous avez fait un burn-out? Oui. J'ai complètement craqué. J'ai demandé à Sébastien de faire ses affaires et que stop, quoi. On arrête tout. Je voulais complètement arrêter, pas forcément que le protocole, en fait. Je me remettais tout en question, mon couple. Pourquoi il restait alors que je servais à rien, puisque je pouvais pas lui donner cet enfant, donc autant qu'il parte. Et puis qu'il me laisse seule dans ma tristesse, dans le fait que moi j'y arrive pas, lui il pouvait, qu'il aille ailleurs. Ça a été vraiment ça le message que j'ai vite regretté, en fait, puisque je l'aime très, très profondément. Mais sur le coup, voilà, ça a été prends tes affaires, va-t'en, je veux plus, j'arrête tout, je claque la porte. Comment vous avez vécu cette crise, Sébastien? Pour moi, c'était une crise qui a été difficile parce que du coup, quand j'ai vu comment elle a réagi à ce moment-là, en fait, moi-même, je voulais faire mes affaires et partir. Donc ça a été, entre guillemets, pour moi, c'était la goutte d'eau et là, pour moi, ça y est, c'était fini, quoi. Du coup, c'était, je suis d'accord, je prends mes affaires et je pars. Donc suite à ça, fallait ramener Maxence à l'école. Du coup, j'ai voulu, entre guillemets, le faire pour la dernière fois, l'accompagner. Et ensuite, je rentrais à la maison et puis je prenais mes affaires et je partais. Ce que je savais pas, c'est qu'elle avait pris rendez-vous du coup chez le médecin. Donc, au retour de l'école, je l'ai accompagnée. Je l'ai accompagnée voir le médecin, justement. Et c'est là où elle est rentrée seule. Elle est rentrée seule chez le médecin pendant que j'attendais dans la salle d'attente. Et en fait, c'est là où elle s'est vraiment lâchée avec le médecin et où que vraiment le médecin a compris qu'elle faisait une bonne dépression. Donc du coup, elle est sortie du médecin et j'ai quand même demandé du coup qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où elle s'est effondrée en larmes et puis elle m'a expliqué que justement là que le médecin disait qu'elle était en train de faire une dépression, donc qu'elle allait se cacher avec des doses assez fortes justement pour la détendre, pour la calmer, avec un arrêt de travail d'un mois. Donc histoire de bien la remettre et au final on est rentré à la maison après la pharmacie, j'ai pas fait mes affaires. On est resté, on a discuté, on a dit qu'on mettait le traitement justement pour qu'elle se sente mieux. Donc qu'on mettait le traitement en place. Donc elle a pris ses cachets, ça a commencé à l'apaiser un petit peu. On se disputait de moins en moins. Et puis jusqu'à ce que moi-même je prenne la décision de lui dire on arrête tout ça parce que c'est pas bon pour nous, ça nous détruit, on va se perdre et s'il y a bien une chose que je ne veux pas, c'est te perdre. Donc du coup, mais ça a été très très dur, très très dur. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas réellement fait le deuil de votre paternité, j'imagine. Peur de vous perdre, certes, mais j'imagine qu'il y a toujours ce désir d'enfant. Disons qu'au jour d'aujourd'hui, je ne mettrai plus mon couple en danger par rapport à ça. S'il fallait que je repasse par tous les traitements qu'on a subis et vu ce que ça a provoqué au niveau des hormones, des tensions, le fait de se sentir enfermé et tout, moi personnellement tout ça je ne le referai pas. Parce que pour moi là ça serait signe de danger et s'il faut que je laisse de côté le fait d'avoir un enfant, je le laisserai sans problème parce que pour moi personnellement le principal dans ma vie c'est que je garde ma femme. Vous envisagez d'adopter peut-être? Non. Non. On a Maxence. Non, au pire des cas, j'ai un fils de cœur au pire des cas. J'ai pas un fils de sang, mais j'ai un fils de cœur. Un joli témoignage d'amour. Hein. C'est magnifique. Joli témoignage. Il faut que vous entendiez, Sadia, que il a vraiment de l'amour pour vous. Oui. Ouais. Et que c'est ça le plus important. Et avant d'envisager quoi que ce soit, c'est ça qui compte. Moi, mon conseil, ce serait aussi de retrouver un peu de plaisir. Parce que là, on sent qu'il y a un parcours tellement douloureux,
tellement obsessionnel aussi, qui fait qu'à un moment, il faut retrouver le plaisir d'être ensemble. Donc à certains couples, moi je conseille vraiment de se ressourcer, même si c'est pas très long, de prendre 2-3 jours ensemble, vous faites garder votre enfant et vous vous retrouvez tous les deux pour retrouver du plaisir à être ensemble et puis discuter à bâton rompu et être dans cet échange qui est plus dans cet univers qui est complètement médicalisé, où on n'est plus dans ce contact de l'homme et de la femme. Donc ça, vous avez besoin de retrouver ça, parce que l'amour, il est là. Un conseil peut-être de Caroline et Pierre avant de conclure cette émission et d'accueillir votre petit garçon? Il ne faut pas se mentir, hein, la FIV, c'est encore une autre étape au-dessus de l'insémination. C'est un autre traitement, c'est dur, c'est encore plus dur. Pas mentir. Hein. Mais oui, c'est vrai que ça se voit. Ça crève les yeux que vous vous aimez. Et je vous jure que ça vaut le coup. Prenez le temps. Prenez le temps, mais je vous jure que ça vaut le coup. Alors, on va accueillir votre petit garçon qui va nous rejoindre. Et moi, c'est un moment de pleurer, il pleure. Arthur qui est ravi de venir sur notre plateau. Il est très content. Il devait être peut-être en train de faire la sieste, tranquille. Hein, voilà, il n'est pas content du tout. Merci d'être venu. Vous nous tenez au courant, évidemment. J'espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir sur notre autre plateau avec de bonnes nouvelles. Hein. On verra. Regarde. Bon courage pour ce parcours. Merci à Frédéric et au docteur Lévy pour leurs éclairages. Merci au dessinateur Lapuce pour ses illustrations. La BD dont il est l'auteur s'affiche dans les écrans derrière moi. Et merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas notre rubrique dans Version Féminin chaque fin de semaine. On se retrouve dans quelques minutes sur le plateau de l'Histoire continue. Nous allons retrouver Ludivine qui avait beaucoup de mal à se montrer affectueuse avec son fils. Nous avons eu envie de lui présenter une famille que vous connaissez très bien et qui dégage un amour incroyable, la famille de Rogers. A tout de suite, merci beaucoup. Courage. Merci. Désolée d'être aussi émotive. Je comprends. Hein. En tout cas, c'est beau votre amour. Les amis. Merci beaucoup. Merci. Le crépuscule est grandiose. Au menu de l'Histoire continue aujourd'hui. L'amour. Pedro, I love you. Là, c'est pour la vie. L'amour, c'est ce qui permet de tenir face aux épreuves de la vie. Je l'aime de tout mon cœur et je serai toujours là pour lui, quoi qu'il se passe. S'il faut que je passe mes nuits à l'hôpital, je le ferai, je l'ai déjà fait et je continuerai. Et je me battrai corps et âme pour mon fils. L'amour, c'est devenu le carburant de ces familles qui se battent avec le sourire. C'est un soldat, il est toujours debout dans ses bottes. Je regarde devant. Une émission pleine de bonnes vibrations avec Rogers, Enzo et tous nos autres invités. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. Vous voulez la présenter à quelqu'un de votre famille ou les laisser découvrir le jour J? Votre maman? Ma maman, non. Non. Elle est pas de la partie, on est en froid, donc elle sera pas là, malheureusement. Je suis désolée. C'est comme ça. Cela fait 7 mois que Sonia a coupé les ponts avec sa mère. On idolâtrait notre maman, quoi. C'était la maman amour, la maman je surprotège mes enfants. Suite à donc, la séparation avec mon papa, on a coupé les ponts 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et là, c'était plus la même personne. Pour moi, c'est comme si j'avais plus de maman, quoi. Si elle a choisi toute une histoire, c'est pour qu'Yvonne Poncet-Bonissol, notre psychologue, l'aide à rétablir le dialogue. Votre maman est au téléphone. Est-ce que vous voudriez lui parler ou vous voulez que je lui pose quelques questions? Oui, bonjour. Votre fille, si vous coupez les ponts, quelque part, vous serez amputé de quelque chose au fond de vous-même. Vous avez envie de dire quelque chose à Sonia à propos de son mariage qui aura lieu dans 2 jours. J'aurais peut-être le grand plaisir de recevoir un faire-part. Je la rappellerai hors antenne. Voilà. Merci, Yvonne. We don't talk about